Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 20 avril. Bienvenue dans À l'air libre pour cette, je crois, 6e semaine de confinement qui commence. À mes côtés aujourd'hui, Christophe Gueniot. Salut Christophe, quel est ton programme? Salut Valentine. Aujourd'hui, on va parler un peu climat et démocratie. Il y a 10 jours, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat ont envoyé un courrier au président avec 50 mesures précises pour accompagner la sortie de la crise. On va parler avec 2 de ces membres de ces mesures et de comment ils voient l'après, eux qui y réfléchissent depuis l'avant et alors que l'après est décidé maintenant en plein confinement. Merci Christophe, à tout à l'heure. Dans la première partie, on parlera de la Corée du Sud. Pourquoi elle réussit si bien à gérer le Covid et pas nous? Le chercheur du CNRS, François Amblard, a enquêté et nous présente son rapport. Dans l'actu confinée, des affrontements entre la police et des jeunes habitants de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine la nuit dernière. On en parle avec Ilyes Ramdani, le rédacteur en chef du Bondi Blog. La Minute Détente est aujourd'hui une minute amour avec l'épisode 2 des amoureux du Covid par Khadija Zerouali. On terminera avec la voix incroyable de la chanteuse soprano Vanina Santoni qui nous parle de son confinement. Je vous rappelle les 2 adresses où vous pouvez nous écrire: alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre numéro 24, c'est parti. Samedi soir à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, un motard a été grièvement blessé après une collision avec une voiture de police. Y a-t-il eu violence policière? Comme souvent, 2 versions s'affrontent et la nuit dernière, des émeutes ont éclaté entre des jeunes et la police à Villeneuve-la-Garenne. Pour faire le point sur les faits et esquisser un début de réponse, j'accueille Ilyes Ramdani. Bonjour. Salut, bonjour Valentine. Tu es le rédacteur en chef du site d'information Le Bondi Blog, dont Mediapart est partenaire, d'où le tutoiement. Et c'est toi qui suis ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne ces derniers jours. Tu as signé ce papier dans Le Bondi Blog. Alors reprenons les faits. Samedi, un homme de 30 ans percute la portière d'un véhicule de police ouverte soudainement. C'est ce que tu écris. Sa jambe semble arrachée. Il passe la nuit au bloc où le pire est évité. Et alors, ce qui est fou, c'est que cette nuit-là, samedi soir, à Villeneuve-la-Garenne, tout est calme. Et hier soir, dimanche, ça éclate. On regarde la courte vidéo que tu as postée sur Twitter. Voilà, ça éclate. Tu parles d'un grand boom. Pourquoi c'était calme avant et ça éclate hier soir? Il y avait eu des premiers débordements, un premier vent de révolte entre guillemets, tout de suite après l'accident, c'est-à-dire à la fin de la soirée d'avant-hier. Mais ça avait très vite été calmé. Les policiers avaient réussi à évacuer tout le monde. Il y avait aussi un peu les grands frères qui avaient un peu ramené tout le monde au calme. Et nous, on était sur place jusqu'à peu près 2 heures du matin avant-hier, et finalement la ville était très calme. Donc on y est retourné parce que voilà, on se disait quoi qu'il arrive, c'est intéressant. On voulait un peu raconter le choc, le traumatisme qu'avait subi ce quartier puis cette ville au long cours. Donc voilà, on a pris le parti d'y retourner en se disant qu'effectivement il y avait cette possibilité que ça explose, cette possibilité qui est une révolte, qui est une colère des jeunes qui s'expriment. On a été surpris de voir, donc moi en arrivant hier soir, j'étais surpris de voir que comme la veille, c'était très calme. Et en discutant un petit peu, donc on était 2 ou 3 confrères, il y avait Taha Bouafs et Dila de là-bas si j'y suis, il y avait Rémi de Brut, et on était avec quelques habitants. Et l'un d'eux, c'est ce que je le cite dans l'article, l'un d'eux nous dit à un moment, depuis le début du confinement, ça n'a jamais été aussi calme. Donc c'était une ambiance très spéciale, où à la fois on se demandait, est-ce que cette ville, on se doutait bien qu'il n'y avait pas d'indifférence par rapport à ce qui s'était passé, mais on se quelle était la réaction? Est-ce que c'était le rôle des grands frères et des mamans qui avaient permis de ramener tout le monde au calme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se préparait? Les voitures de police tournaient, donc on sentait que chez les policiers aussi, il y avait cette forme d'attente et d'incompréhension presque de ce qui allait se passer. Et d'un coup, à 23h55, d'un coup, il y a eu donc ce que je dis dans le papier, c'est-à-dire ces booms là, ces feux d'artifice qui sont lancés dans le ciel. Donc évidemment, c'est hyper spectaculaire parce que là, tu as une vingtaine de jeunes masqués qui arrivent, ces bruits, ces lumières dans le ciel. Et en fait, voilà, on a compris que ce qui s'était passé la veille, c'était plutôt un truc spontané, une réaction spontanée de colère légitime. Ce qui s'est passé hier soir, en revanche, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus préparé, de beaucoup plus coordonné. Et nous, on insiste sur le fait que voilà, c'est
c'est pas une réaction complètement irrationnelle des jeunes. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été concerté, y compris entre les jeunes des différents quartiers. En tout cas, c'est ce qui transparaissait hier. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut comprendre comme tel, qu'il faut comprendre comme une révolte avec, c'est pas, si tu veux, les feux du 14 juillet, par exemple, où le 14 juillet, dans certains quartiers, on a des incendies de voitures, on a des feux d'artifice, un petit peu, voilà, juste un peu pour foutre le bazar. Là, c'était pas le cas. Là, c'est quelque chose où il y a un message politique derrière, il y a une vraie réaction, il y a une vraie colère qu'on a sentie, y compris dans le feu de l'action, on a senti cette colère, on l'a entendue de la part des jeunes. Est-ce que c'est le début de quelque chose ou est-ce que c'est un événement isolé que le confinement peut-être fait éclater plus brutalement? Je serais incapable de te le dire. Moi, l'article dont tu parlais, je le finis en faisant une comparaison, mais avec beaucoup de pincettes parce que on n'a pas envie de faire du journalisme fiction. Mais ça ressemble effectivement à ce qui s'était passé en 2005 au tout début, où sur la première nuit, il y avait eu quelques jets de feux d'artifice, quelques voitures, je crois, incendiées le 27 octobre, donc le soir de la mort de Ziad Bouna. Et c'est le lendemain que dans d'autres quartiers, notamment à Montfermeil, à côté au Bosquet, la révolte s'est un peu propagée. Donc pour l'instant, ça ressemble et on sent qu'effectivement, il y a un terreau propice à cette révolte. On sent que dans les quartiers aujourd'hui, tout le monde partage ce sentiment-là. C'est pas uniquement des jeunes délinquants, entre guillemets, qui sont révoltés par ce qui se passe et par les comportements. C'est la population tout entière. On a vu hier des scènes originales où des mamans aux fenêtres, des pères de famille soutenaient, en fait, étaient plutôt comprenaient en tout cas la réaction des jeunes et comprenaient la colère. Donc, il y a quand même quelque chose qui sera très intéressant à suivre et il y a quand même cette possibilité dès ce soir que ça continue à se propager dans d'autres quartiers. Hier, en une seule soirée, c'est-à-dire en à peine une heure, ça s'est propagé, y compris à Amiens-Nord, ça s'est propagé à Toulouse, ça s'est propagé dans les quartiers d'Île-de-France. Donc, effectivement, c'est une possibilité que ce soit le début de quelque chose. Et alors, on a déjà évoqué les violences policières dans les quartiers populaires sous confinement dans cette émission à l'air libre et de la difficulté de les observer, d'en être la vigie pour les acteurs sociaux, pour la population, mais aussi de la difficulté d'en rendre compte en tant que journaliste. C'est ce qui s'est passé hier soir. Tu écris que la police ne vous a pas permis, à toi et donc les collègues, notamment Taha Bouafs, d'effectuer correctement votre mission de journaliste, que Taha Bouafs a été à un moment empêché. Ouais. On était en direct, donc c'est des vidéos qui sont disponibles sur Instagram, sur le Twitter de Taha. Et en fait, ce qui se passait, c'est que à la fois, on a senti beaucoup de panique et beaucoup d'amateurisme des policiers qui, en fait, ont beaucoup de mal à comprendre sur le terrain. Donc, pourtant, Christophe Castaner, au tout début du confinement, avait précisé que les journalistes pouvaient faire leur travail, etc., etc. Sur le terrain, c'est quelque chose qui se ressent absolument pas. On voit bien qu'il y a une volonté que les journalistes ne fassent pas leur travail. Donc, l'excuse, c'est toujours en fait qu'on dérange une opération de police. Sauf qu'il y a certains qui étaient à plusieurs dizaines, voire une centaine de mètres de ce qui se passait, qu'on ne dérangeait absolument pas l'opération de police, mais il y a une volonté que les journalistes ne couvrent pas, ne voient pas ce qui se passe, etc. Et évidemment, c'est lié au fait que dans la nuit, comme ça, il y a des comportements, on les a vus de près, il y a des comportements qui sont très très loin du code déontologique des policiers, qui dégagent une vraie forme de panique, d'adrénaline très négative, qui se traduit parfois par des choses très banales. Moi, dans l'article, on parle d'insultes, on a vu l'interpellation de Taha, on a vu une vidéo, une policière dit recule ou je t'envoie une grenade. Donc des choses c'est de la petite violence. Mais en fait, c'est ça la violence que vivent tous les habitants des quartiers populaires des années. C'est cette petite violence, c'est ce tutoiement, c'est cette petite menace, c'est cette insulte. Et parfois, ça fait des accidents, comme ce qui s'est passé il y a deux jours, comme ce qui s'est passé il y a 2 jours. Parfois, ça fait ça. Mais en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes et c'est le même sentiment pour les habitants d'impunité policière. Et donc, finalement, la même logique. Donc, c'est ce que nous aussi, en tant que journalistes, hier, on a vécu. Ouais, et j'ajoute que le blessé a porté plainte pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Merci Ilyes Ramdani, tu es le rédacteur en chef du Bondi Blog. Et j'ajoute qu'en ce moment, sur le site, on peut aussi lire ce reportage intitulé « Dans les foyers, les Chibani meurent à huis clos ». On y apprend donc que dans les foyers de travailleurs migrants, les résidents meurent dans le silence pendant que les bailleurs viennent réclamer les loyers. Papier que nous mettons également en ligne sur Mediapart. Merci Ilyes Ramdani, à très bientôt. Merci Valentine. Nous partons en Corée du Sud.
imaginez un pays touché par le Covid, mais un pays où la majorité de la population vit de manière quasi normale, est libre de circuler, prend les transports en commun, un pays où les restaurants sont ouverts, les magasins aussi, ça paraît fou. Et pourtant, ce pays existe. Ce pays, c'est la Corée du Sud. Là-bas, depuis le début de l'épidémie, le bilan n'a jamais excédé 10 morts par jour. Jamais plus de 10 morts par jour depuis le début de l'épidémie, sans confinement total. Un rapport vient d'être rédigé pour raconter l'épidémie telle qu'elle est vécue et gérée en Corée du Sud, d'un point de vue épidémiologique, juridique et médical. Ce rapport détaille la solution coréenne au Covid-19. Et l'auteur de ce rapport est dans À l'air libre. Bonjour François Amblard. Bonjour, Valentine Auberti. Vous êtes biologiste et physicien, directeur de recherche au CNRS, actuellement en détachement à l'Université de sciences et technologies d'Ulsan en Corée du Sud. Alors, on va rentrer dans le détail de votre rapport qui est franchement stupéfiant. Mais d'abord, avec vos lunettes sud-coréennes, comment est-ce que vous regardez la façon dont les choses se passent en France? En un mot, vous diriez qu'on gère ça comment? De façon désastreuse. Oh là. De façon vraiment désastreuse au niveau de la direction des opérations, de façon remarquable au niveau des soignants, au niveau des médecins, qui sont les personnes qui agissent au quotidien, qui sont compétentes, qui sont dévouées, qui n'ont pas compté leurs forces, qui n'ont pas hésité à s'exposer à des risques, etc. Mais le plan de bataille est au niveau de sa conception, au niveau de son guidage, au niveau de son pilotage quotidien, par, disons, le plus haut échelon, ce plan de bataille me semble absolument contraire au bon sens, contraire à des règles élémentaires, et surtout, il s'est placé dans un manque d'anticipation absolument hallucinant. Si je puis dire une petite chose qui témoigne quelque part du manque d'anticipation, du manque de curiosité de ce qui se passe à l'extérieur, c'est que la mission organisée conjointement par l'OMS et la Chine pour aller voir sur place, en Chine, ce qui se passait, qui était une mission médicale à laquelle ont participé les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, quelques pays africains, etc., qui était une mission qui a permis aux gens qui y étaient de se rendre compte par leurs yeux de ce qu'était cette épidémie et d'en prendre la mesure. La France n'était pas représentée dans cette mission. Il n'y avait pas de Français dans cette mission. Le jour où cette mission a démarré, le 16 février, c'est le jour où notre ministre de la Santé a jugé préférable d'abandonner son poste pour rejoindre la campagne électorale. Donc ça commençait déjà très très mal. Donc, quand on entend dire qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait, quand on entend dire ce virus est nouveau, personne ne savait, etc., c'est vrai. Mais face à l'ignorance, face au manque de connaissances, la réaction naturelle, c'est la curiosité, c'est d'aller voir ce qui se passe, c'est de se renseigner comment les autres font, etc. Et là, eh bien, rien ne s'est passé. Et alors, votre rapport finit sur une question. Pourquoi attendre plus longtemps pour mieux faire? Vous parlez de la France et là, vous venez d'expliquer qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Alors, on verra à la fin de cet entretien si vous avez la réponse à votre propre question. Mais voilà, d'abord, commençons par justement cette solution coréenne, ce plan de bataille qui, en tout cas, fait défaut selon vous à la France. Il existe en Corée et il y a un élément qui est au cœur de la réponse coréenne, c'est le Korean Center for Disease Control, une sorte de centre des opérations. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'un organisme sous la tutelle du ministère de la Santé qui a été créé au début des années 2000 et qui a du reste été créé par un président dont le secrétaire général, si je puis dire, de l'Élysée, en Corée ça s'appelle la Maison Bleue, dont le secrétaire général était le président actuel. Et donc, on a un président ici qui a l'expérience de cette mise en œuvre des outils de protection sanitaire. Le KCDC a vécu sa vie, s'est développé et la Corée a été
prise de panique en 2015, au moment de l'émergence de cette épidémie de MERS qui venait du Moyen-Orient, avec un virus assez semblable au virus actuel. Et en fait, la Corée a été complètement prise de court et a répondu à cette catastrophe, dont je vais dire dans un instant que c'était une catastrophe très relative, a répondu à cette catastrophe en créant un outil qui est une extension du KCDC, mais surtout en créant un cadre légal dont je vais dire deux mots. Justement, cette épidémie qui a déclenché finalement une amélioration considérable du dispositif de réponse de crise, c'est une épidémie dans laquelle il y a eu 35 morts, pas plus, avec 180 et quelques cas. Et cette épidémie a eu surtout la particularité qui a fait très peur aux Coréens, au gouvernement coréen, qu'elle a été entièrement ou presque nosocomiale. Ça veut dire qu'il y a un patient qui allait se faire soigner dans un hôpital et après, grosso modo, tout l'hôpital, voilà, ça a démarré comme une infection hospitalière. Et là, ça a sonné un peu comme une douche froide pour le gouvernement coréen et qui a conçu un plan de grande ampleur, mais ce plan repose en fait sur deux choses. L'adjonction au KCDC d'avant 2015, l'adjonction d'un département nouveau dont la mission correspond peu ou prou à la mission qui avait été confiée à l'EPRUS en 2008. Et je vous renvoie à l'article qu'avait publié Claude Le Pen il y a quelques semaines dans Le Monde, à un établissement, enfin une partie de l'établissement, un département, dont c'est la mission de surveiller et dont c'est la mission d'établir des plans de réponse sanitaire et surtout d'en assurer en permanence l'état d'alerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que nos stocks sont bons? Est-ce que nos procédures sont bonnes? Est-ce que effectivement toutes les choses sont bien au point? Et donc, c'était par une petite armée d'une centaine de personnes, on va dire en temps de paix, qui a établi des plans extrêmement détaillés de comment il faudrait fonctionner en temps de guerre, si je puis dire. Voilà. Et alors, ce qu'on comprend donc, c'est que cette épidémie de 2015 a constitué une sorte de moment charnière à partir duquel la Corée du Sud s'est dotée d'une loi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a donc ce KCDC, cette espèce de centre de contrôle qui a des pouvoirs exécutifs d'exception, mais qui ont été votés. C'est pas des gens qui ont décidé comme ça arbitrairement de donner des pouvoirs à d'autres gens. La loi de 2015 qui a été modifiée en 2016 et qui a été remodifiée le 4 mars ou 10 mars, juste pendant la crise, elle a été légèrement modifiée parce qu'il y a eu des protestations, etc. C'est une loi qui a comme originalité de créer, comme vous le disiez, une tour de contrôle. Ça veut dire que le KCDC, c'est le quartier général de la réponse de crise. C'est ça. Et tout ça a été fait dans une exigence démocratique. C'est ça qui est important d'être précisé. Alors, à plusieurs niveaux. D'abord, dans les procédures effectivement de tracking et les garde-fous législatives, les garanties dont sont assorties les mesures de tracking. Mais surtout, la chose la plus intéressante, c'est que quand les opérations sanitaires nécessitent, par exemple, de mobiliser des forces de police, nécessitent de mobiliser une partie de la justice, nécessitent de mener des enquêtes, les pouvoirs correspondants qui sont normalement assurés par le ministère de la Justice, le ministère de la Police, etc., qui dépendent de la direction politique ministérielle de ces administrations-là, eh bien, ces pouvoirs, en cas de crise, sont directement confiés de façon immédiate, directe, au KCDC. C'est-à-dire le KCDC a le pouvoir de donner des ordres à la police, de requérir la justice sans remonter au ministre de la Santé, au ministre, etc., au Premier ministre, et que ça redescende, etc. C'est une action complètement directe. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps en moins. Il y a des pertes de temps considérables en moins, et donc les actions peuvent être déclenchées extrêmement rapidement. Et les 3 premiers niveaux d'alerte du KCDC, du reste, ne font pas intervenir explicitement l'échelon ministériel. C'est-à-dire que les 3 premiers étages de la réponse sont du strict ressort de la directrice du KCDC. Qui elle-même est une prof de médecine qui avait déjà géré l'épidémie précédente de MERS en 2015. Voilà. Donc on est face à quelqu'un qui sait de quoi elle parle.
cette personne avait été reconnue pour sa maîtrise des choses. Elle avait été associée à la gestion, il y a 4 ans, de l'épidémie. Et c'est cette expérience qui a fait effectivement qu'aujourd'hui, sa parole est absolument mise en cause par absolument personne. Personne. Légitimité totale. Et alors, moi, je voudrais qu'on en vienne au traçage, parce que notre temps nous est tout de même un petit peu. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, malgré tout, c'est que, d'une certaine façon, dans la tête des gens, j'ai interrogé beaucoup de Coréens, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, la manœuvre sanitaire est dirigée par les professionnels à la santé exclusivement. Sans aucune interférence politique. C'est-à-dire que la personne qui agit et la personne qui parle, qui tous les jours fait une conférence de presse qui dure environ entre 1 heure et 2, discute avec les journalistes, se livre aux questions, etc., c'est la directrice du KCDC. Oui, ça, c'est pas ce qui se passe en France. Une dissociation totale de l'échelon politique et de l'échelon professionnel. Et chose très étonnante, c'est que l'échelon politique, l'échelon ministériel se met au service du KCDC. C'est-à-dire quand l'explosion virale a eu lieu à Daegu, il y a une cellule de crise qui a été formée à Daegu sous l'autorité du KCDC et le ministre de l'Intérieur a été sous-directeur de cette crise, de cette cellule. Donc, il vient en appui de la direction médicale. Et je vois que ça vous fait sourire. Je vois que ça vous fait sourire, cette inversion de la hiérarchie là-bas en Corée du Sud. C'est vrai qu'on imagine mal ici Christophe Castaner sous les ordres de je ne sais quel grand professeur. Sous les ordres de la Haute Autorité de Santé publique. Par exemple. La Haute Autorité de Santé publique, normalement, est conçue pour ce genre de choses. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est une inversion complète. C'est une inversion complète dont on pourrait s'inspirer. Bon, alors, continuons. Parce qu'il faut qu'on aborde la question du traçage qui est beaucoup discuté en France, qui fait l'objet d'inquiétudes, peut-être de fantasmes également, de fake news, que sais-je. Il se passe très bien en Corée du Sud. Il est accepté. Il n'est pas remis en cause. Comment est-ce qu'il se passe très concrètement? Je crois qu'il faut dire très, très vite et très simplement que ce traçage, il est rétrospectif et qui concerne seulement les 2 semaines qui précèdent le test d'une personne testée positive. Voilà. Alors, je pense qu'une première remarque, c'est un peu une remarque sémantique. Allez-y. Les mots de traçage, de tracking, de pistage, etc., n'ont pas de sens en soi. C'est-à-dire que c'est des mots qui n'ont un sens que si on définit de quoi on parle exactement. En l'occurrence, le traçage dont il est question ici, et qui effectivement est une intrusion dans la vie privée, c'est l'opération suivante. Il y a le schéma qui s'affiche. Voilà, le jour où quelqu'un à gauche, la petite case à gauche, là, le jour où un sujet est déclaré, le jour même où on s'aperçoit qu'il est positif, c'est-à-dire que le point de test où on déclare qu'il est positif, eh bien, ce jour-là se déclenche. La personne positive se voit attribuer un fonctionnaire de la santé entraîné dans sa tâche, qui va avoir et qui va être le seul interlocuteur pour cette tâche administrative, qui va être l'interlocuteur principal et quasiment unique de la personne du sujet en question. Cette personne, le sujet positif, va être invité à consentir à ce qu'on aille fouiller dans 15 jours de sa vie passée. C'est un consentement qui est demandé, on prend du temps pour demander, là il pourrait y avoir une analyse intéressante, mais symboliquement, c'est un consentement demandé, mais c'est un consentement forcé puisqu'on n'a pas le droit de refuser. Mais malgré tout, il y a cette politesse qui consiste à dire il y a une loi démocratiquement votée, est-ce que vous adhérez à cette loi? Et ça serait bien que vous y adhériez. Donc la personne dit oui en général. Il y a eu une énorme résistance de la part des premières personnes qui ont été introduites dans cette procédure, qui vient du fait que c'était des membres d'une secte religieuse dont un mot d'ordre, c'était de rester secret. Donc ces gens ont déployé beaucoup de résistance et face à la menace juridique, eh bien, tout le monde a cédé. Donc ce jour-là, il y a une enquête qui est faite sur les 15 jours, etc. C'est une enquête qui était initialement, qui prenait une journée entière, qui mobilisait beaucoup de personnel et qui a été modifiée pour être accélérée. Donc aujourd'hui, l'enquête, elle dure 10 minutes. Elle est conduite
oralement par la personne qui est en face du sujet, et Mhm. ensuite les données sont envoyées, etc. Il y a une base de données qui gère toutes les informations, qui demande les autorisations à la police, etc., qui interroge les opérateurs téléphoniques, cartes bancaires, etc. Et Mhm. 10 minutes plus tard, disons, la trace numérique des 15 derniers jours est présentée au sujet, qui est Mhm. invité à confirmer, qui est invité à préciser les choses pour que l'information soit, on va dire, agréée et qu'elle soit pleinement enrichie du témoignage personnel. Mhm. Et à partir de ce moment-là, l'intrusion est terminée. L'intrusion est strictement rétrospective. Et qu'est-ce qu'on fait des données ensuite? Alors, ces données, elles sont déposées sur une base de données qui est gérée par un organisme non gouvernemental. Cet organisme, suivant des règles qui sont définies dans la loi. Et ce que stipule la loi, c'est qu'effectivement, il y a des procédures d'accès très strictes pour qui a droit d'accéder à ces données, etc. Mhm. Il y a un traçage très strict de toutes les demandes et requêtes adressées à la base de données. Donc, on sait exactement qui a posé la question, etc. Et comme cette base de données est en dehors du gouvernement, d'une certaine façon, ça a beaucoup joué pour que le public accepte Ouais. la chose. Il n'y a pas de dans crainte la de mesure- récupération politique, en fait, c'est ça que vous dites. En fait, il est impossible pour un service de police mal intentionné ou pour qu'une enquête diligentée par un copain, je sais pas, etc. Il est impossible que quelqu'un accède à cette base de données sans qu'elle sache. Mhm. Et la dernière chose, c'est que Ouais. la base de données est temporaire. Elle est destinée à être détruite à la fin de l'épidémie. Et ça, on a l'assurance qu'elle le sera. Alors, ça, c'est une question qu'on voit dans la presse, effectivement, puisque c'est une disposition qui est dans la loi, mais qui n'a jamais été utilisée. Il y a un argument qui est fait autour de l'intérêt de cette base de données pour les épidémiologistes. Donc, il y aura probablement une discussion législative, éventuellement, pour amender cette loi, autour de l'idée d'anonymiser complètement ou de pseudonymiser, ou je sais, voilà, la base de données pour la rendre utilisable. Mais ça passera, en tout cas, la discussion passera par la représentation nationale, par le Parlement. Donc elle passera par la représentation nationale, tout à fait, et elle reste en dehors du gouvernement. Et elle reste en dehors du gouvernement. Mais parfois, si elle peut être tenue par des intérêts privés, c'est pas forcément mieux l'intérêt. En tout cas, ce qui est important là, c'est de constater que ça passe, son utilisation ou sa destruction, le choix sera fait par voie parlementaire. Voilà. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, là, je ne maîtrise pas suffisamment le coréen. J'ai fait mon enquête dans l'urgence. Hein. J'ai travaillé une semaine sur cette enquête. Beaucoup de gens m'ont aidé et ça fait beaucoup de choses à compiler. Donc, il reste encore clarifier exactement quel est le statut de l'hébergeur de cette base de données. C'est quelque chose qui mériterait d'être fait. Mais effectivement, ce qui est dit dans les textes, et ce qui a été dit dans la presse, c'est que c'est pas hébergé, c'est pas ministériel. Voilà, ça échappe au contrôle politique. Absolument. Normalement. Alors, on doit se quitter dans vraiment quelques minutes. Je voulais qu'on aborde très rapidement une autre question, qui est la question du confinement. Personne n'est intégralement confiné en Corée du Sud. Ça, c'est une autre différence avec la France. Et puis aussi, je voudrais qu'on parle du déconfinement. Là-bas, pour le déconfinement, on teste à fond et on suit les patients. Et puis surtout, on déconfine l'école en dernier. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de la France. Alors, il n'y a pas à proprement parler de confinement ici, mais en revanche, toute personne déclarée positive on l'isole. Si elle n'a aucun symptôme, est isolée. À partir du moment où il y a le moindre symptôme, la personne est envoyée à l'hôpital. Quelle que soit la voie, isolement à domicile, isolement dans des centres d'isolement. Ouais. Ce qu'on commence seulement à faire en France avec les hôtels, hein, donc 2 mois, voilà. 2 mois après le début de l'épidémie. Voilà, et donc ce qui se fait avec ces centres d'isolement, l'isolement à domicile, mais l'hospitalisation, c'est qu'il y a une procédure très stricte pour déclarer quelqu'un guéri. On a le droit de sortir de l'hôpital ou de l'isolement à domicile ou dans les centres qu'après 2 PCR négatives. Donc, et une fois qu'on est 2 tests négatifs à un jour d'intervalle. Et une fois qu'on est déclaré guéri, eh bien, il n'y a plus aucune surveillance, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a pas de pistage, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de mobile. Voilà. Et ces centres d'isolement, effectivement, sont
sont là pour éviter que les gens soient en famille et infectent tout le monde autour. Voilà, pour éviter les facteurs familiaux. On a l'impression que tout a été à peu près pensé. Merci François Amblard. Votre rapport est sur le bureau du conseiller scientifique d'Emmanuel Macron. Il est également sur le bureau du conseiller Covid du ministère de la Santé. Espérons qu'il le lise. Il est aussi sur le bureau de Monsieur Castex, d'après mes informations. Tout à fait. En tout cas, il est entre de bonnes mains. Espérons que ses mains aient des yeux également pour le lire. En tout cas, il est en accès libre sur le site de Mediapart. Il fait 26 pages, donc vraiment, lisez-le. Je rappelle que vous êtes biologiste et physicien, directeur de recherche au CNRS, en détachement à l'Université de sciences et technologies d'Ulsan en Corée du Sud. À très bientôt. Tout de suite, la Minute Détente, qui est en ce lundi 20 avril, une minute amour. Et pour parler d'amour, Khadija Zerouali me rejoint. Salut Khadija, tu as pris des nouvelles de tes amoureux sous Covid. Bonjour Valentine, oui effectivement, dans ces temps compliqués de crise sanitaire, on voulait un petit peu parler d'amour. Alors pour cet épisode 2 du podcast Âme seule, j'ai pris des nouvelles de Catherine et Eric, ils sont toujours confinés en Picardie. Catherine m'a expliqué que désormais, elle ne mettait les infos que 2 fois par jour pour ne pas créer, dit-elle, la zizanie avec son conjoint révolutionnaire. On a aussi eu des nouvelles de Yanis, toujours confiné avec un couple mais sans sa copine. Il va bien, mais il se sent un petit peu en concurrence avec la petite copine de son coloc qui vous expliquera. Khaira et Mohamed, mes parents travaillent toujours, la boule au ventre et ma mère répète à peu près 2 fois par minute à mon père de se laver les mains. Les accros aux applications de rencontres continuent de swiper et vont de déception en discussion creuse. Et on accueille Julien, Léa et Hortense, les nouveaux dans ce 2e épisode que vous pouvez écouter dès à présent sur le site de Mediapart en accès libre. Et avant de lancer un extrait, je voulais remercier Cécile Dugon qui pour cet épisode nous a joué merveilleusement le morceau Historia de un amor. Ça s'invente pas, de l'auteur panaméen Carlos Eleta Almaran. Eh ben, on écoute tout de suite un extrait de cet épisode 2. On est un peu sur pause. On est tous Keblo en train d'attendre. Mais qui aurait pensé que l'apocalypse serait aussi feutré en fait? Sauf que le problème c'est que les sentiments ça se met pas sur pause. De ressentir toute la force qu'il y a, tout l'amour qu'il y a dans un câlin, c'est assez... Ouais, ça me manque, ça. Faut mettre le couvercle. Je stresse. Alors, je suis toujours derrière son dos, ton père, pour lui dire « Est-ce que tu t'es lavé les mains ?» Quand il rentre, va te doucher, enlève tes habits, mets tes chaussures à l'extérieur. Là, pendant le confinement, inconsciemment, je pense que je me sens en concurrence. Tu trouves mignon, toi, ou pas? Ouais, ça va. Ouf, ça dépend. Bah, ça dépend des photos. Hein. Toi, tu t'es cru où, là? C'est comment? Ah, c'est cool. Ça donne envie de danser, ça. Je me dis, je fais pas assez l'effort et tout. Tu sais, je culpabilise un peu. Je me dis, ah, c'est ma faute, je force pas la chance, etc. Ça y est, il vient de rentrer. Il y a sa voiture. J'ai à la fois hyper peur des changements et en même temps qu'il n'y ait pas de changement, justement. Enfin, bref. Ton confinement se passe bien? Ah, cette question, elle revient dans toutes les conversations avec les mecs, absolument toutes. Début d'après-midi, moi je suis plutôt dehors en train de bouquiner. En plus, il fait beau, donc c'est plutôt sympa. Il y a la date à laquelle mon mec devait arriver en France, en fait. Je vois ça tous les jours. Tous les jours, je me prends ça dans la gueule. Et j'en ai parlé, je crois, hier. Et Crary me fait, moi, tu sais, j'ai quoi sur mon téléphone? J'ai un compte à rebours de quand on devait se voir. Ah, ça, c'est éteint tout seul. Ah, c'est bon. Merci Khadija. L'amour sous Covid, épisode 2, c'est un podcast à écouter en intégralité sur Mediapart et c'est en accès libre. Dernière partie de l'émission à présent. Ils auraient dû finir leurs travaux tout début avril, leurs travaux qui étaient destinés à répondre à cette question: comment faire baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, entre parenthèses par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. C'est cette question à laquelle ils devaient répondre et qui devait faire l'objet de projets de loi ou de référendum. Mais voilà, le coronavirus
c'est passé par là. Les 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat continuent leurs travaux en visioconférence. Il y a 10 jours, ils ont même envoyé 50 de leurs propositions à l'Élysée pour participer à leur manière au plan, ou en tout cas à la réflexion du plan de sortie de crise. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Mélanie B. Vous avez 36 ans, vous habitez dans les Hauts-de-Seine et vous travaillez dans l'événementiel. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes membre de la Convention citoyenne, donc, et plus précisément membre du groupe Se Nourrir, nous y reviendrons. Guy Kulitza, bonjour, vous êtes retraité, vous habitez en Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, vous êtes membre, vous aussi, du groupe Se Nourrir, pardon. Et enfin, avec nous, Loïc Blondiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques et membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat. Et vous y êtes en tant qu'expert de la démocratie participative. Alors, avant d'en venir au fond, peut-être d'abord une première question, avec une réponse rapide si possible. Comment ça se passe pour vous, le confinement, Mélanie? Télétravail et chômage partiel. D'accord. Guy? Moi, je suis retraité, mais je suis à 25 km à l'est de Limoges et dans un coin au milieu d'une 30 ou 40 hectares de prés et de champs. Donc, le confinement, pour moi, est beaucoup plus supportable que la majorité de la population. Oui, c'est une chance, oui. Et Loïc Blondiot? Oui, travail intellectuel, comme toujours. Ça ne change pas vraiment mon habitude. Voilà. D'accord. Alors, venons-en au fond à présent. Le 9 avril, donc je le disais tout à l'heure, les 150 membres de la Convention ont envoyé au président Emmanuel Macron 50 de leurs propositions. C'est 50 sur les 150 qu'on aura à la fin. Leur contribution vise, je cite, à ce que le plan de sortie de crise ne se fasse pas au détriment du climat, de l'humain et de la biodiversité. Et 4 jours plus tard, le 13 avril, Macron prenait à nouveau la parole et voici ce qu'il disait. Il est de notre responsabilité de bâtir dès aujourd'hui des solidarités et des coopérations nouvelles. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche, nos aînés, entre autres. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seuls peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Guy, Mélanie, une question pour vous après cet extrait-là. Il parle d'économie décarbonée, de résilience. Ça a dû résonner avec vos propres travaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette allocution et est-ce que vous faites confiance au président là-dessus? Peut-être Mélanie pour commencer. Oui, effectivement, je pense que notre contribution et d'autres contributions qu'a reçues le gouvernement allaient dans ce sens. Donc, on était bien entendu contents d'entendre sobriété carbone et d'aller vers une société plus résiliente. Et on espère que ça sera pris en compte. Guy ? Et on attend effectivement que des actes suivent et ces actes, nous espérons pouvoir les accompagner avec nos propositions. D'accord. Justement, vos propositions, vous en avez envoyé 50 à l'Élysée. Donc, j'ai deux questions là-dessus. D'abord, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été rendues publiques? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire un peu au moins les grandes lignes? Et puis, est-ce que l'Élysée y a répondu? Guy, peut-être. Pour l'instant, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas de nouvelles concernant une réponse de la part ni de l'Élysée ni de l'exécutif, de façon générale. Pourquoi elles n'ont pas été rendues publiques? Parce que ce sont pour l'instant des extraits en quelque sorte
de propositions que nous souhaitons proposer à l'exécutif. Ce sont des propositions qui doivent s'inclure dans un contexte beaucoup plus global, dans des objectifs beaucoup plus importants, et les rendre publics, ça voulait dire quelque part expliquer aussi tout ce qui allait autour, pas simplement des choses un peu plus techniques. Et c'est ce qu'on a préféré faire, c'est-à-dire ne donner qu'une partie technique à l'exécutif et conserver l'explication globale, parce que préparer la population à les recevoir d'une part et à leur donner l'explication surtout qui va avec. D'accord. Mélanie, vous partagez ce point de vue qu'il fallait attendre pour donner plus globalement l'explication? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, nos mesures, elles s'incluent vraiment dans un ensemble, et ça pouvait peut-être porter à confusion de lancer le débat aujourd'hui dans la société sur seulement quelques-unes de ces mesures-là. Et c'est pour aussi protéger nos travaux et qu'on ne soit pas influencé par un éventuel débat qui pourrait naître maintenant, ou des critiques sur des propositions. D'accord, ok. Loïc Blondiot, dans ce qu'on vient d'écouter, là, il y a quelque chose qui m'a frappé. Le président dit nous, dit beaucoup nous, il dit il est, ou notre, ou il dit il est de notre responsabilité, il nous reviendra, il nous faudra, qui est d'ailleurs utilisé à plusieurs reprises. Il parle de nos entreprises, nos salariés, nos économies. Et puis juste après cet extrait qu'on n'a pas entendu là, le président l'annonce, il dit « Je reviendrai vers vous parler de cet après ». Le nous, là, selon vous, c'est un nous qui englobe nous les Français, ou c'est un nous de majesté de la part d'Emmanuel Macron? En d'autres termes, est-ce que vous jugez que le fonctionnement de la démocratie pendant cette période, il est tout à fait normal, ou est-ce qu'il révèle des choses, des failles plus profondes? Oui, alors bon, cette catastrophe, en fait, elle révèle et elle accélère des tendances qui étaient déjà là depuis assez longtemps. Le pouvoir vertical n'est pas une nouveauté sous la Ve République. La revendication par les experts de la capacité à affronter seul toutes les situations et à trouver finalement des solutions à tous les problèmes, elle était là, hein, ce qu'on pourrait appeler une forme de modèle de pouvoir épistocratique, hein, fondé sur la supériorité intellectuelle d'un petit groupe d'acteurs qui n'ont pas besoin finalement des citoyens pour les gouverner. Et puis on voit bien aussi comment cette crise, elle révèle aussi la présence dans nos sociétés, dans un certain nombre de démocraties, d'une tentation autoritaire, voire même plus, hein, de formes de gouvernement qui se saisissent de la crise pour s'affirmer de plus en plus comme autoritaires. Et en fait, finalement, cette crise, elle ne fait que les mettre en lumière, ces tendances. Nous en héritons. Ma crainte, c'est qu'elle ne les amplifie, qu'elle ne les installe et qu'elle ne conduise à cette forme de confrontation entre deux légitimités qui me semble aussi insatisfaisante l'une que l'autre. Une légitimité fondée sur une prétendue compétence et une légitimité qui serait fondée sur un pouvoir supérieur. Il me semble qu'il faut, dans cette période spécifiquement, rappeler à quel point la démocratie constitue une troisième voie. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la convention, c'est que vous étiez divisé en 5 groupes, hein, c'est ça. Il y avait se loger, se déplacer, se nourrir, dont vous faites partie, Guy et Mélanie, consommer et produire et travailler, c'était 5 groupes. Vous avez été formés plus ou moins, donc vous vous êtes fait une expertise là-dessus. Est-ce que, au regard de la situation actuelle, vous regrettez, ou est-ce que ça a été mis sur le tapis, de fait, de créer quelque chose sur la santé? Parce que bon, on sait aussi que les dérèglements environnementaux impactent beaucoup la santé. Est-ce que vous en avez parlé, ou est-ce que ça a été écarté assez vite? Mélanie? Alors, quand on avait parlé de la justice sociale, en sous-groupe, la santé, c'était quelque chose qu'on avait identifié, nous, comme quelque chose qui se dégradait un petit peu. Cependant, nous, comme on travaille sur le climat, le lien qu'on a fait, c'est plus sur la protection de la biodiversité, de l'humanité en général. C'est pas spécifiquement sur une crise sanitaire. Ceci dit, on fait le lien entre crise sanitaire, crise écologique et une crise climatique qui pourrait arriver. Bien sûr. Guy, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, vous avez parlé de former. On n'a pas été formé à proprement dit. On a été éclairé. Je pense que le terme est plus intéressant parce que on a reçu
un certain nombre d'informations de la part de scientifiques, d'experts, de professionnels qui sont venus nous apporter un éclairage sur la situation. Et cet éclairage, nous sommes en mesure de le partager aujourd'hui, mais je pense que toute la population est aussi en mesure de le recevoir, cet éclairage. Et c'est peut-être aussi la responsabilité des médias les plus importants de transmettre cet éclairage. Donc ça, c'est le premier point. Et concernant la santé, en fait, elle est induite à partir du moment où nous avons un comportement qui est raisonnable, qui est sain, qui est respectueux de la biodiversité, qui est respectueux de nos agriculteurs et de l'agriculture, qui est respectueux de l'élevage. Nous avons forcément un comportement qui est sain, et donc forcément la santé est respectée en l'occurrence. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est transversal et induit par l'ensemble de nos travaux et de nos propositions. Dans votre courrier, vous demandiez notamment que les financements mobilisés dans le cadre de la sortie de crise soient, je cite, socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes et que les investissements se concentrent dans le secteur d'avenir respectueux du climat. On a vu en fin de semaine dernière une nouvelle version du projet de loi de finances pour rectifier au vu de la crise. Il débloque des milliards sans contrepartie réelle, par exemple pour l'aérien. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites c'est quand même pas très bon signe pour la suite de la Convention? Guy? Ça ne m'inquiète pas. Je veux dire, quelque part, je m'y attendais un petit peu, puisque aujourd'hui, ce gouvernement est pris de court. Depuis le début de la crise, d'ailleurs, il est pris de court, et on ne pouvait pas espérer mieux que ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est que ce gouvernement prenne connaissance des propositions que nous lui avons faites, et que dans cette sortie de crise qu'il va bien falloir à un moment donné organiser, dans cette sortie de crise, on puisse mettre en place un certain nombre de mesures qui aillent dans le sens des travaux qui nous ont été, pour lesquels nous avons été mandatés. D'accord. Il y a autre chose aussi. Ce matin, le député ex-LREM, Mathieu Orphelin, a publié un communiqué de presse, dans lequel il dénonce le lobbying du MEDEF à l'Assemblée nationale. Il parle d'un lobbying anti-transition écologique. Vous aussi, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait un lobbying assez fort. Je crois même que c'est pour ça, notamment, que les propositions ne sont pas rendues publiques en temps réel et dans les médias. Est-ce que vous avez prévu une stratégie pour éviter ça? Et est-ce que vous en avez discuté entre vous? Et est-ce que vous comptez peut-être même prendre langue avec les lobbies pour discuter avec eux et éviter que ça se fasse comme généralement ça se fait, c'est-à-dire en gros hors de l'éclairage public? Mélanie? Pour l'instant, c'est vrai que c'est frais. Moi, je fais partie des personnes qui étaient très contrariées par la décision qui a été prise la semaine dernière. Voilà, je sais qu'on n'a pas tout à fait le même point de vue avec Guy là-dessus. Et pour l'instant, on en discute entre nous, des citoyens, de voir est-ce qu'on pourrait intervenir là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est en discussion pour l'instant. Guy, vous n'êtes pas d'accord alors avec Mélanie, si j'ai bien compris? En fait, non, je suis toujours d'accord avec Mélanie. La preuve, c'est que nous travaillons dans le même sens. Ce sont les dispositions qui peuvent être différentes, mais le but, le sens ultime, on travaille tous dans le même sens, et de toute façon, à terme, on sera tous d'accord pour proposer un livrable qui sera le plus complet et le plus cohérent possible. Donc non, on peut être en désaccord sur de la forme, mais certainement pas sur le fond. Effectivement, donc certains citoyens, pour eux, ils se disent c'est vrai que le gouvernement a été pris de court et tout, et une autre partie des citoyens se dit c'était vraiment le moment d'allier les deux, financer quelque chose, mais d'allier nos projets avec ça, de le financer, parce que nous, on nous demande aujourd'hui de proposer des mesures et nous proposer les financements qui vont avec. Et là, pour le coup, c'était vraiment cette synergie-là qu'on aurait souhaité. D'accord. Loïc Blondiot, là-dessus, en tant que membre du comité de gouvernance. Oui, il y avait deux. Allez-y.
Pardon. Il y avait deux options qui s'ouvraient aux citoyens de la Convention. Il y avait l'option d'attendre la fin du processus, que le processus est à son terme, que toutes les mesures puissent être votées physiquement par tout le monde. Là, on avait un respect de la logique même du dispositif de délibération citoyenne. Et puis, si on faisait ça, il y avait le risque que le train passe, le train du plan de relance, et que ce vers quoi allaient les citoyens, c'est-à-dire cet objectif de décarbonation de nos économies, ne puisse pas l'emporter dans le rapport de force qui est en train de s'établir actuellement entre ceux qui veulent continuer comme avant et ceux qui veulent se saisir du moment justement pour faire dévier nos économies vers des modèles de plus grande sobriété. Donc il y a eu des débats très intenses, très ouverts entre les citoyens, et puis une stratégie finalement a émergé de cela, qui a consisté à vouloir intervenir auprès de l'exécutif, mais sans pour autant dévoiler l'ensemble des mesures proposées par les citoyens. Alors c'est un mode de compromis entre les deux, mais là on avait des impératifs contradictoires à l'œuvre. D'autres informations récentes au niveau européen, le lobby des constructeurs automobiles, celui des grands patrons français réunis au sein de l'AFEP, ce sont les grosses entreprises françaises. Ces lobbies sont à l'œuvre au niveau européen avec pour objectif principal de repousser soit le Green Deal européen, soit les nouvelles normes automobiles. Guy, Mélanie, est-ce que ça vous inquiète ce genre d'informations? Et question subsidiaire, peut-être la plus importante là-dedans, c'est en matière climatique et environnementale, l'échelon européen est sans doute presque plus important que le niveau français. Enfin, les plans qui sont soumis à l'ONU, par exemple, se font au niveau européen. Il y a beaucoup de règlements qui se font au niveau européen. Est-ce que vous l'avez pris en compte dans vos propositions? Est-ce que vous avez essayé d'articuler justement propositions au niveau français, propositions au niveau européen? Guy ou Mélanie? Guy. Oui, en fait, il y a deux niveaux différents. Il y a effectivement le niveau local, le niveau national, sur lesquels nous avons, en tant que citoyens, le pouvoir de peser sur des décisions. Et puis, il y a un pouvoir européen où nous n'avons qu'un pouvoir de recommandation. Et ce pouvoir de recommandation existe dans nos propositions. Il est évident, on est bien conscient du fait qu'un pays tout seul n'arrivera à rien. Il n'empêche qu'il faut bien commencer par quelque chose, il faut bien commencer par un début. Et moi, j'ai toujours en tête, le président l'a rappelé avec ses 200 ans d'histoire, la France a posé la Déclaration des droits de l'homme, elle était toute seule pour le faire, et on n'a pas attendu qu'une Europe se construise ou que le monde se mondialise pour pouvoir appliquer ces recommandations et ces droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, faisons pareil. On ne va pas attendre que nos voisins décident dans leur coin de faire quelque chose pour pouvoir proposer des mesures qui soient fortes. Donc, on a des pays qui le font, eux, dans leur coin. Bon, sur les 20 milliards qui ont été décidés, la France a décidé de passer outre. Et le plan de relance, lui, il va pas s'arrêter à ces 20 milliards. Nous avons la possibilité de peser d'une façon beaucoup plus importante, non seulement sur la France, sur la métropole, sur nos territoires d'outre-mer, mais aussi nous avons la possibilité d'être exemplaires pour les autres pays. Et je pense qu'il y a des pays qui attendent que nous soyons exemplaires pour pouvoir nous suivre. Mélanie, vous partagez le point de vue? Oui, exactement. Il y a des choses qui devront se faire à un niveau européen. Après, par rapport au lobby, effectivement, on a vu, avant même nous de nous réunir pendant cette session-là, on voyait qu'on commençait à avoir des articles, des petites contributions, des lobbies qui commençaient, eux, à avoir certaines demandes. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, on a peut-être cette responsabilité, nous aussi, d'intervenir et de donner un petit peu notre version. Bien entendu, nous, ce qu'on veut, c'est que ces grandes industries soient sauvées et que l'économie reparte. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça se fasse dans le sens de la transition et qu'ils aient des engagements, des contraintes. Et nos mesures, d'ailleurs, bon, maintenant, certaines ont fuité dans la presse, donc on peut en parler, mais ça c'était sur l'automobile,
les circuits courts, la rénovation des logements. Donc, c'était vraiment des choses qui peuvent créer de l'emploi et tout ça dans une transition juste et verte. Loïc Blondiot, dans le courrier des citoyens, je crois que c'est vers la fin, les citoyens écrivent « C'est le moment idéal d'écouter et de prendre en compte les remarques des citoyens pour la construction d'une société future. » Mais on a l'impression que le futur, il est en train de se construire maintenant alors que tout le monde est confiné et presque on pourrait dire que la démocratie est confinée. Donc est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une sorte de décalage en fait entre les attentes des citoyens qui vont arriver dans les jours prochains, alors qu'en fait, les choses sont en train de se nouer, ou en tout cas de se faire maintenant, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, même plus généralement, une sorte de mise sous confinement aussi de la démocratie dans ce moment? Oui, c'est sûr. Mais ce que démontre la Convention citoyenne pour le climat et cette expérience, c'est qu'on ne pourra construire le monde d'après et on ne pourra réussir finalement la transition qu'avec les citoyens, c'est-à-dire en adoptant des démarches qui soient inclusives, qui les associent à la prise de décision. Si on laisse faire la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne, si on laisse ce business as usual, c'est-à-dire ce mode de prise de décision entre experts, lobbies et gouvernants élus, alors il est sûr qu'on ne changera rien au modèle existant. Et ce que montre la Convention citoyenne pour le climat, à travers les propositions qu'elle est en train de formuler, c'est que quand on informe les citoyens des enjeux, de la gravité de la situation, quand on leur donne la possibilité finalement de se positionner du point de vue de l'intérêt général, alors eux-mêmes sont prêts à prendre et à accepter des mesures qui peuvent conduire à des changements assez radicaux de leur mode de vie. Donc, ce serait un non-sens que de construire le monde d'après sans la démocratie. C'est-à-dire que, de toute façon, les citoyens, n'étant pas associés à ces décisions, auront du mal à leur trouver une légitimité et on serait obligé de les imposer de manière autoritaire. Et je ne crois pas, d'ailleurs, de manière générale, que nos gouvernants autoritaires, tels qu'ils agissent actuellement, on le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil, aient véritablement envie d'assurer cette transition écologique. Donc, je pense qu'il y a une très forte continuité entre nos formes de vie. Si nous voulons changer d'un point de vue économique, si nous voulons changer nos sociétés, il faut changer aussi nos modes de gouvernance, parce qu'il faut que ces modes de gouvernance, finalement, soient beaucoup plus respectueux des différents points de vue et soient capables aussi de répondre de la manière la plus fine, la plus juste possible aux demandes des citoyens, qui sont des demandes diverses et qu'il faut articuler. Un mot là-dessus, Guy et Mélanie. Mélanie, peut-être pour commencer. Oui, clairement, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie a besoin d'avoir l'avis des citoyens. Et nous, on s'est rendu compte dans cette expérience qu'on vit que c'est une expérience humaine extraordinaire, mais l'intelligence collective et l'expérience, le vécu de chacun, il y a des personnes dans la Convention qui n'allaient même plus voter ou qui n'ont pas de rôle vraiment qui ne sont pas investis dans la société, dans la politique ou quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment une opportunité d'avoir leur retour et ça ne peut être que bénéfique à la démocratie, vraiment. Guy ? Oui, évidemment, je rejoins Mélanie et Loïc sur cette démocratie citoyenne est fondamentale pour que l'ensemble du pays puisse aller dans le même sens. C'est-à-dire que le côté descendant a montré toutes ses limites, notamment avec cette crise sanitaire. Et il faut absolument que le citoyen soit associé aux décisions qui sont prises pour son compte, parce que normalement, de faire l'ensemble des citoyens ensemble et vers un même but. Et il est évident que si ces citoyens sont exclus du débat comme ça l'a été jusqu'à maintenant, on ne pourra pas affronter les crises qui nous arrivent. Ce ne sera pas possible. Nous serons des victimes, y compris le système politique. Donc il faut absolument que nous changions ces règles de démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Et
si on veut faire le parallèle d'ailleurs avec nos propositions, notre livrable global final, c'est un changement de société que nous proposons, c'est un changement de mode de vie que nous proposons. Ce n'est pas simplement quelques mesures pour pouvoir relancer une économie quelle qu'elle soit, c'est vraiment repenser notre système de vivre ensemble, repenser notre système de délégation de souveraineté aussi, pour que nous puissions aller tous ensemble affronter l'avenir et le futur, et puis protéger nos générations futures. D'accord. Loïc Blondiot, je crois que vous avez levé le doigt, mais je ne sais pas si c'était juste pour approuver ou pour reprendre la parole. Et si vous prenez la parole, je veux bien que ça aille très vite parce qu'on approche de la fin de l'émission. Bon, mais je vais aller très très vite. Non, ce qu'il faut qu'on mesure, c'est à quel point, derrière cette idée d'associer les citoyens à la décision, derrière cette idée de participation, il y a deux enjeux qui sont indissociables l'un de l'autre. Il y a un enjeu de légitimité, c'est-à-dire rendre la décision plus légitime qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais aussi la rendre plus efficace, la rendre plus juste. Et en fait, à force d'ignorer l'intelligence collective, nos gouvernants sont en train d'aller dans le mur et ils montrent aujourd'hui les limites de leurs prétendues compétences. Merci à tous les trois. Je vous donne rendez-vous quelque part après le 11 mai. Je ne sais pas si c'est en 2020, en 2021 ou 2022. Ça, on verra plus tard. Mais merci beaucoup. Et pour finir, un peu de musique. On va écouter ensemble la soprano Vanina Santoni. Elle incarnait la comtesse Almaviva en décembre dernier dans Les Noces du Figaro, mise en scène par le réalisateur américain James Gray. Une soprano sous confinement, ça donne ça. Regardez. Je suis une chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique, et ma tessiture c'est soprano. Ce que j'aimerais apporter aux gens, ce serait de l'apaisement, une certaine sérénité, et puis de par cet apaisement se créerait une vraie solidarité entre les gens. Oui, tout à fait. Profiter de ce moment-là aussi pour reposer ma voix. Pas trop longtemps parce qu'elle a besoin justement d'être musclée. Puis j'essaie de me projeter un petit peu dans l'avenir avec un peu d'optimisme. Donc travailler les rôles pour l'instant qui ne sont pas annulés. Non, pas du tout. Au fait, t'aurais pas vu l'intégrale des symphonies de Quoi, c'est trop fort? Les robes de concert, les strass, les paillettes, non. Je déteste devoir choisir mes robes de concert. Je sais pas me coiffer. La scène, évidemment. Bien évidemment que ça me manque. J'ai besoin de réfléchir, d'incarner des rôles à tout prix. J'espère que beaucoup de gens qui ne s'en rendaient pas compte avant vont comprendre combien tout ce qui touche à la culture est essentiel et vital pour nous. Excuse-moi, ça te va une tarte épinard saumon pour ce soir? Oui, 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 oui. Non, 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 non. Ça te va pas bien? Mais si, j'ai dit oui. Mais tu... J'ai dit oui. 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 Ça va être sympa à moi encore. Merci Vanina Santoni d'être passée par À l'air libre. Merci Christophe Guignot, tu reviens? Ouais, je reviens, ça marche.
Cool. Merci à Alors toi. à très bientôt. Et bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain. Demain, je serai avec Fabien Escalona. D'ici là, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à nous écrire. Je vous rappelle notre adresse al'airlibre@mediapart.fr. Salut!